D'accord. Il faut qu'on parle de cette situation folle. Le Venezuela possède plus de pétrole que n'importe quel autre pays sur Terre, plus que l'Arabie Saoudite, plus que les États-Unis et plus que le Canada. En exploitant le pétrole à plein régime, ils en auraient pour plus de 2 siècles. Au lieu d'être l'un des pays les plus riches, le Venezuela est en faillite. Et je ne parle pas d'une économie simplement difficile, je parle d'une hyperinflation hors de contrôle, de millions de personnes fuyant le pays, et de supermarchés aux rayons vides. C'est un effondrement économique total. La situation a empiré en 2016 avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, dont l'administration a adopté une position bien plus dure envers Maduro. Son administration leur a imposé de fortes sanctions, rendant la vente légale de leur pétrole presque impossible. Et avec son second mandat, le Venezuela s'attendra à encore plus de sanctions. Trump et son administration rejettent la légitimité de la présidence de Maduro. Le Venezuela tente désormais de conclure des accords douteux avec la Chine, la Russie et l'Iran, pour continuer à gagner de l'argent. Mais même cela ne fonctionne pas parce que les raffineries tombent en ruine, leurs pipelines fuient, et la demande mondiale de pétrole vénézuélien s'assèche. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi le Venezuela ne peut-il vendre son pétrole comme les autres pays ? Pourront-ils réparer ce désastre un jour ? Avant de commencer, merci d'appuyer sur j'aime ci-dessous. Cela nous aide à poursuivre ce type de contenu. Merci. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Venezuela produisait 35 millions de barils de pétrole par jour dans les années 1970, mais en 2020, ce nombre n'était plus que de 60 000. Et si l'on regarde des données encore plus récentes, la situation est encore plus sombre, avec 40 000 barils par jour en 2025. À son apogée, le Venezuela était l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Aujourd'hui, il peine même à satisfaire la demande intérieure en carburant. C'est honteux, vu sa richesse pétrolière. La ceinture de l'Orénoque détient environ 12 000 milliards de barils de pétrole lourd, suffisant pour des siècles d'économie nationale. Malgré tout, ces réserves largement inexploitées demeurent souterraines, alors que le pays sombre dans la crise. La grande question est, comment cela a-t-il pu arriver ? Pour comprendre cela, nous devons jeter un coup d'œil à l'histoire du Venezuela. Avant le pétrole, le Venezuela n'a jamais vraiment prospéré. Il a accueilli des civilisations indigènes avant d'intégrer l'Empire espagnol. Le Venezuela n'a jamais été vu comme une colonie riche, contrairement au Pérou, argent, ou à la Colombie, or. Après avoir obtenu son indépendance de l'Espagne en 1821, le Venezuela a connu des troubles politiques, des guerres civiles et une instabilité économique. Puis survint la découverte décisive. En 1914, du pétrole fut trouvé près du lac Maracaibo. Bien qu'il ait fallu quelques années pour que la production augmente, le Venezuela était en passe de devenir un acteur majeur du pétrole. Dans les années 1920, des entreprises étrangères, principalement des États-Unis et de Grande-Bretagne, se sont précipitées pour développer l'industrie, et l'argent a commencé à affluer. Dans les années 1930, le Venezuela était le 2e producteur mondial de pétrole, puis le 4e. Dans les années 1950, le pays est passé soudainement d'une économie agricole à une puissance pétrolière. Le gouvernement a énormément bénéficié des taxes et des redevances payées par les compagnies pétrolières étrangères. Et au milieu du XXe siècle, le Venezuela était le pays le plus riche d'Amérique latine, avec un niveau de vie comparable à celui de certains pays européens. Caracas incarne la modernité en Amérique latine avec ses gratte-ciel, voitures de luxe et une classe moyenne croissante. Mais un problème existait. Contrairement à d'autres nations pétrolières ayant bâti des économies diversifiées, le Venezuela est devenu trop dépendant du pétrole. Et je veux dire, extrêmement dépendant. Le gouvernement a beaucoup investi dans les infrastructures et programmes sociaux, pensant que les prix du pétrole resteraient élevés. Pendant ce temps, les industries en dehors du secteur pétrolier ont été négligées. Alors que d'autres pays pétroliers, comme l'Arabie Saoudite et les États-Unis, investissaient dans des domaines comme le raffinage et la pétrochimie, le Venezuela est resté un pays à un seul atout, comptant presque entièrement sur l'exportation de brut vers le reste du monde. Dans les années 1970, le gouvernement vénézuélien a gagné en assurance. En 1976, il a nationalisé l'industrie, créant la compagnie d'État Petróleos de Venezuela Petróleos de Venezuela Société Anonyme. Cette décision s'inscrivait dans une vague de nationalisation en Amérique latine, visant à limiter l'influence étrangère et à garder les ressources dans leurs frontières. Au départ, la décision paraissait judicieuse. Le gouvernement contrôlait production et profit, et la hausse du pétrole apporta au Venezuela une nouvelle prospérité. Les signes avant-coureurs existaient déjà. Plutôt que de bâtir une économie stable avec la richesse pétrolière, les dirigeants vénézuéliens ont préféré dépenser dans des programmes sociaux, des subventions et de nombreux emplois publics.
Tout cela sans tenir compte des besoins d'investissement et de croissance à long terme. Petróleos de Venezuela. Société anonyme, autrefois, l'une des compagnies pétrolières les plus efficaces, s'est politisée, recrutant des fidèles du gouvernement au lieu de professionnels expérimentés. La corruption et l'inefficacité ont augmenté, mais tant que les prix du pétrole restaient élevés, les problèmes demeuraient cachés. Dans les années 1981, le marché mondial du pétrole s'est effondré. Le krach a eu lieu à cause de nouveaux fournisseurs de pétrole et de l'échec de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole est un cartel des grands fournisseurs de pétrole qui cherchent à contrôler les prix en limitant l'offre. En théorie, le pétrole serait très rentable grâce au monopole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Dans les années 1970 et 1980, des pays hors organisation des pays exportateurs de pétrole, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège et le Mexique, ont accru leur production pétrolière, dépassant l'organisation des pays exportateurs de pétrole en part de marché. Les États-Unis en particulier ne se souciaient pas des prix du pétrole car ils sont un grand consommateur de pétrole, alors ils ont simplement inondé le marché pour faire baisser les prix. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a d'abord essayé de compenser cela en réduisant la production de près de moitié, mais cela n'a pas fonctionné. Des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole comme le Venezuela ont dépassé leur quota et vendu plus de pétrole que permis. De plus, l'offre provenant des pays hors organisation des pays exportateurs de pétrole devenait tout simplement trop importante pour que le niveau des prix reste soutenable. Alors, en 1986, l'Arabie Saoudite a décidé que cela suffisait et a délibérément inondé le marché de pétrole bon marché, faisant chuter le prix du sommet de 35 $ en 1980 à moins de 10 $. L'indicateur clé ici est le coût de production par baril. Les réserves de pétrole diffèrent, tout comme les coûts d'extraction selon les pays. En Arabie Saoudite, l'extraction du pétrole coûte 6 $ le baril contre 10 à 12 $ au Venezuela. À part le Koweït et peut-être l'Irak, l'Arabie Saoudite c'est le pays où il est le moins cher d'extraire du pétrole du sol. Quand l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a subi des pressions et que certains membres comme le Venezuela ont enfreint les règles, l'Arabie Saoudite a fait baisser les prix. L'Arabie Saoudite a ainsi repris des parts de marché au Venezuela. Ce changement soudain a été désastreux pour le gouvernement vénézuélien. Le pays est tombé dans la dette et l'économie est entrée dans une profonde crise. Soudain, le gouvernement n'a plus pu financer ses dépenses, révélant les faiblesses d'une économie dépendante du pétrole. Le Fonds monétaire international est intervenu avec des prêts, mais imposa au Venezuela de réduire subventions et programmes sociaux. Cela a conduit à des troubles généralisés, des manifestations et un mécontentement croissant envers l'establishment politique. Mais la misère ne s'est pas arrêtée là, car la situation n'a fait qu'empirer dans les années 1990. Les prix du pétrole sont restés bas, mettant le budget gouvernemental sous pression. Pendant ce temps, l'inflation a atteint un pic de 100% en 1996 à cause de l'impression de monnaie par le gouvernement. Les salaires n'ont pas suivi et 2/3 de la population ont connu la pauvreté. Ce qui s'est passé pendant la récession du Venezuela, c'est l'ascension de Hugo Chavez, un ancien officier militaire qui a promis de reprendre le contrôle de la richesse du Venezuela et de l'utiliser pour aider les pauvres. Élu en 1998, Chavez a adopté une gouvernance radicale. Il a intensifié la nationalisation, excluant les investisseurs étrangers et renforçant le contrôle de l'État sur la Petróleos de Venezuela, société anonyme. Heureusement pour lui, la situation économique s'est améliorée, les prix du pétrole ayant presque doublé grâce à la forte croissance économique mondiale. Mais Chavez n'a pas tiré de leçon des erreurs passées. Il a profité des prix élevés du pétrole dans les années 2000 pour financer des programmes sociaux, comme soins de santé gratuits, éducation et aides alimentaires. Pendant un certain temps, il semblait qu'il avait trouvé la solution. L'économie vénézuélienne repartait, et la pauvreté reculait, mais les problèmes persistaient. Chavez a poursuivi les mêmes dépenses publiques imprudentes que ses prédécesseurs, sans investir dans les infrastructures, le raffinage ou d'autres industries. Il a même licencié des milliers de travailleurs qualifiés de la Compagnie pétrolière nationale pour installer ses alliés politiques. La production de pétrole a commencé à décliner. Mais comme les prix restaient élevés, peu de gens s'en sont vraiment rendus compte. Puis est survenu le crash inévitable avec la chute du prix mondial du pétrole en 2014. La révolution du schiste aux États-Unis a principalement causé ce crash. Cette méthode d'extraction a vite fait des États-Unis le premier producteur mondial de pétrole. Les États-Unis ont encore cherché à baisser le prix du pétrole pour soutenir leur économie. Comme dans les années 1980, l'Arabie Saoudite a produit plus de pétrole pour défendre sa part de marché. Les prix du pétrole ont chuté de moitié, surprenant totalement le Venezuela. Sans économie, sans industrie pétrolière viable ni économie diversifiée, le pays replonge dans une crise économique catastrophique. Hugo Chavez était déjà parti, mort en 2013 d'un cancer, convaincu d'avoir laissé son pays en bon état.
Mais le mal était déjà fait. La production pétrolière vénézuélienne est passée de plus de 3 millions à moins d'1 million de barils par jour depuis les années 1990. Petróleos de Venezuela Société Anonyme était en ruine. Parallèlement, les sanctions américaines compliquaient la vente du pétrole vénézuélien, bloquant l'accès à des marchés clés. De ce chaos, c'est Nicolás Maduro qui a accédé au pouvoir en tant que successeur d'Hugo Chavez. Avant la présidence, Maduro fut vice-président de Chavez, chauffeur de bus et dirigeant syndical. Après la mort de Chavez, Maduro a gagné une élection serrée en 2013 face à Enrique Cabrias, malgré des accusations de fraude des médias et critiques. Leurs affirmations n'étaient pas totalement infondées, car Maduro a renforcé son pouvoir en maîtrisant la Cour suprême et l'armée. Plus tard durant sa présidence, il a même remporté d'autres élections controversées. L'administration Maduro a adopté une stratégie de dépenses publiques radicalement différente. Les prédécesseurs de Maduro imprimaient déjà beaucoup d'argent, mais il a intensifié cette pratique pour combler le déficit budgétaire après la chute des prix du pétrole. Créer de l'argent à partir de la dette publique ne fonctionne pas, ce n'est pas compliqué. Injecter beaucoup d'argent dans l'économie fait simplement monter les prix, ce qui s'est produit. L'hyperinflation s'est installée avec une inflation de 69% la première année de Maduro. En 2015, elle était montée à 181%, un taux record pour le Venezuela. Mais c'était insignifiant comparé à ce qui allait arriver. L'inflation est passée à 800%, 4000%, 17 millions de pourcents, et enfin 2 millions de pourcents en 2019. Nous en parlerons plus tard, car cela touche aussi les sanctions américaines de 2017 contre le régime Maduro. D'abord, évoquons l'effondrement de l'industrie pétrolière vénézuélienne, amorcé avant l'intervention des États-Unis. Ce n'est pas seulement la baisse des prix du pétrole qui explique la situation. Parlons d'abord des raffineries. Les raffineries de pétrole comme Amoi et Cardon ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Autrefois, source de fierté nationale, elles fonctionnent à peine aujourd'hui. Le raffinage pétrolier au Venezuela souffre d'un sous-investissement chronique, laissant les installations tourner très en dessous de leur capacité. Les calendriers de maintenance ont été négligés et les mises à niveau essentielles constamment repoussées. Résultat, les explosions, incendies et arrêts sont de plus en plus courants, paralysant la capacité de l'industrie à transformer le pétrole brut en produits comme l'essence et le diesel. Les puits de pétrole, principale richesse du Venezuela, ne s'en sortent guère mieux. Beaucoup datent de plusieurs décennies. Les anciens puits peuvent rester productifs avec un bon entretien, ce que les compagnies pétrolières d'État du Venezuela n'ont pas assuré. Le manque de réinvestissement dans l'entretien des puits a entraîné une baisse de la production, tandis que les oléoducs, qui transportaient autrefois le pétrole efficacement, fuient et se corrodent désormais. Les installations portuaires, essentielles pour l'exportation du brut, se sont également détériorées avec le temps. Les raisons de cet effondrement sont complexes, mais pas totalement mystérieuses. Si je devais nommer un mot qui a causé la chute du Venezuela, ce serait la corruption au sein de la Petróleos de Venezuela Société Anonyme et du gouvernement. Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment dans cette vidéo, ce n'était pas simplement une entreprise, c'était le cœur même de la nation, responsable de générer plus de 90% des revenus étrangers du pays à son apogée. Pour comprendre l'ampleur de la corruption au sein de Petróleos de Venezuela Société Anonyme, nous devons examiner comment l'entreprise était gérée sous le régime de Maduro. Ce qui aurait dû être une entreprise professionnelle est devenu un outil politique. Chavez l'avait déjà fait, mais Maduro l'a porté à un autre niveau. Normalement, les contrats de forage, d'exploration et de raffinage iraient aux entreprises les plus qualifiées. Au lieu de cela, ils sont allés aux alliés et aux proches de Maduro. Chez Petróleos de Venezuela Société Anonyme, les postes de direction étaient donnés à des loyalistes politiques sans expérience pétrolière, et non selon l'expertise. Des entreprises ayant peu ou pas de connaissances du secteur pétrolier se sont soudainement retrouvées chargées de projets cruciaux. Beaucoup de ces entreprises manquaient des connaissances techniques de base et des ressources nécessaires pour mener à bien leur mission, ce qui a entraîné des retards, des dépassements de coûts et des échecs purs et simples causés par l'homme. Les ingénieurs et vétérans ont été remplacés par des fidèles du parti, souvent motivés par l'enrichissement personnel plutôt que par le développement de l'entreprise. C'était simplement une vache à lait, avec des profits dirigés vers le cercle rapproché de Maduro. La corruption, au plus haut niveau, a détourné des milliards de dollars qui ont disparu dans des comptes offshore ou ont servi à financer des projets politiques. Les programmes sociaux, initiatives de logement et dépenses militaires étaient priorisés, non pour améliorer le pays, mais pour assurer la loyauté. Et les conséquences ? Les pipelines se sont corrodés, les raffineries ont dû être fermées, et des champs pétrolifères entiers ont simplement été abandonnés.
Les coupures de courant et les pannes de courant généralisées ont perturbé le fonctionnement des raffineries, des puits de pétrole et des terminaux d'exportation, créant des goulets d'étranglement et des retards. Dans une industrie qui repose sur un flux constant et la précision, même de brèves interruptions provoquent des retards importants. Les exportations ont aussi souffert, faute d'infrastructures et de ports fiables. Le Venezuela ne pouvait pas faire fonctionner ce système. Cette baisse d'efficacité et de fiabilité a eu des répercussions dans l'ensemble du marché pétrolier mondial. Le pétrole brut lourd du Venezuela, qui était il y a des décennies un produit de base pour les raffineries aux États-Unis et ailleurs, est devenu plus difficile à vendre. Les acheteurs ont préféré des fournisseurs fiables, isolant encore plus le Venezuela des marchés internationaux. Pour survivre, le pays a vendu son pétrole à prix réduit, sujet que nous aborderons bientôt. Nous devons d'abord évoquer le régime autoritaire croissant de Maduro, cause principale de cette corruption. Au Venezuela, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. La critique de la gestion de la compagnie pétrolière nationale est vite réprimée, et les lanceurs d'alerte risquent prison, torture ou assassinat. Et, comme nous l'avons évoqué plus tôt, Madero a utilisé la justice et l'armée comme des armes pour écraser toute dissidence, s'assurant ainsi que son emprise sur le pouvoir reste incontestée. Depuis les manifestations massives de 2014 et 2017, le régime a réprimé violemment l'opposition, arrêtant des milliers de manifestants et torturant des prisonniers politiques. Les forces de sécurité, dont la garde nationale bolivarienne et le Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ont été documentées, utilisant des munitions réelles, des détentions arbitraires et des disparitions forcées pour réprimer la dissidence. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, plus de 300 prisonniers politiques restent aujourd'hui derrière les barreaux, et beaucoup d'autres ont été forcés à l'exil. Parallèlement, la propagande de Maduro a tenté de cacher l'effondrement économique du pays. Les médias indépendants ont quasiment disparu. Les journaux et les chaînes de télévision ont été fermés ou repris, et les journalistes qui critiquent le régime sont confrontés au harcèlement, à l'emprisonnement ou à l'exil. Les médias d'État diffusent en continu une rhétorique pro-gouvernementale, décrivant l'opposition comme des agents impérialistes. Ils imputent la crise aux sanctions américaines, et non aux politiques désastreuses du gouvernement. Il a raison d'affirmer que les sanctions américaines ont nui à l'économie vénézuélienne. En 2017, le gouvernement américain a tout misé sur l'industrie pétrolière vénézuélienne. Il a imposé certaines des sanctions les plus sévères jamais vues à la compagnie pétrolière nationale du pays. La raison pour laquelle les États-Unis ont fait cela était assez simple. Trump voulait couper les fonds de Maduro, isoler son gouvernement et le pousser hors du pouvoir. Trump refusait d'acheter le pétrole d'un dictateur socialiste qui dépouillait sa population. N'importe qui peut voir que le Venezuela a besoin d'une refonte complète de son gouvernement et de sa compagnie pétrolière avant de pouvoir aller de l'avant. Avec Maduro au pouvoir, il est difficile d'imaginer de telles réformes. Pour nuire à Maduro, les États-Unis ont cessé d'acheter du pétrole, gelé les avoirs de Petróleos de Venezuela, société anonyme, bloqué les transactions et interdit aux entreprises américaines de commercer avec eux. Avant les sanctions, les États-Unis importaient près de 50 000 barils de pétrole par jour du Venezuela en 2017. Une fois les sanctions appliquées, cette source de revenus s'est presque aussitôt effondrée. En 2020, les importations américaines de brut vénézuélien ont presque cessé, privant Maduro de sa principale source de revenus. Le Venezuela s'est retrouvé incapable d'acheter les composants essentiels nécessaires au fonctionnement de son industrie pétrolière, car la plupart de ces éléments sont fabriqués aux États-Unis. L'impossibilité de remplacer pompes, vannes et matériel de forage a causé une dégradation progressive des opérations. Même lorsque des pièces pouvaient être obtenues par l'intermédiaire de tiers ou sur le marché noir, les coûts étaient exorbitants, ce qui mettait encore plus à mal une Petróleos de Venezuela, société anonyme, déjà à court de liquidités. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Toute entreprise étrangère souhaitant commercer avec le pétrole vénézuélien devait y réfléchir à 2 fois, car les sanctions secondaires signifiaient qu'elle risquait également d'être mise sur liste noire. Le Venezuela était donc quasiment exclu du marché pétrolier mondial, et ces sanctions ont eu un impact. Entre 2017 et 2020, le Venezuela était en chute libre totale. Le pays n'était pas seulement en crise, il s'effondrait à tous les niveaux. Suite à la chute des revenus pétroliers, le gouvernement, sans ressources pour financer l'économie défaillante, a eu recours à une impression monétaire accrue. L'inflation a explosé à plus de 17 millions de pourcents en 2018, rendant le bolivar si dévalué que les gens pesaient des liasses de billets au lieu de les compter. Pendant ce temps, la plupart des Vénézuéliens ont sombré dans la pauvreté durant la crise. En 2019, 96% des Vénézuéliens vivaient sous le seuil de pauvreté.
Une personne sur 20 seulement pouvait subvenir à ses besoins. Les salaires étaient insignifiants. Un mois de salaire ne permettait même pas d'acheter une miche de pain. La nourriture et les médicaments disparaissaient des magasins. Les hôpitaux, à court de fournitures, forçaient les médecins à opérer sans anesthésie ni matériel adapté. Les gens cherchaient dans les poubelles pour survivre. Un chiffre très choquant et tragique est que le Vénézuélien moyen a perdu 11 kilos en une seule année, parce qu'il ne pouvait pas acheter assez de nourriture. Des coupures d'électricité nationale de plusieurs jours ont fermé hôpitaux, entreprises et systèmes d'eau, privant la population d'eau potable. La capitale, Caracas, est devenue une ville fantôme la nuit, avec des rues désertes, à l'exception des forces de sécurité armées qui réprimèrent les manifestants. La crise était si grave que des millions de Vénézuéliens ont dû partir. Début 2019, plus de 4 millions de personnes avaient fui, marchant des jours vers la Colombie, le Brésil, le Pérou et ailleurs, cherchant nourriture, travail et sécurité. En 2024, ce nombre atteindrait 7,7 millions, l'une des plus grandes crises de réfugiés modernes. Un temps, il a paru que Maduro pouvait vraiment tomber. Début 2019, le chef de l'opposition Juan Guaidó s'est déclaré président intérimaire, obtenant la reconnaissance de plus de 50 pays, dont les États-Unis. De grandes manifestations ont éclaté, faisant vaciller pour la première fois le pouvoir de Maduro. Grâce à la loyauté de l'armée acquise par corruption et répression, et au soutien d'alliés comme la Russie et Cuba, il a pu rester au pouvoir. Il a réprimé les manifestations, emprisonné l'opposition et renforcé sa dictature. Le pays était brisé, mais le régime a survécu grâce à ses alliés. Les acheteurs américains exclus. Le Venezuela a cherché de nouveaux clients pour son pétrole. Ils ont signé des accords pétrole contre biens, avec des remises de 30% ou plus sur les prix du marché, au lieu d'être payés en dollars, ce qui était presque impossible à cause des restrictions financières. Ils échangeaient du pétrole brut contre de la nourriture, des médicaments et d'autres produits essentiels. La liste des pays ayant adhéré au programme pétrole contre biens est facile à deviner. La Chine, l'Iran, la Russie et Cuba. Le pétrole vénézuélien est essentiel à la stratégie énergétique chinoise. Ce pays, avec plus de 1,4 milliard d'habitants, est le premier consommateur d'énergie mondiale sans grande réserve pétrolière. Il doit se procurer du pétrole sur des marchés comme le Venezuela pour répondre à sa demande croissante en pétrole. Outre les échanges pétrole contre biens, la Chine a instauré des accords de remboursement de dettes par livraison de brut, contournant les systèmes financiers classiques. C'est pareil pour l'Iran, qui, comme le Venezuela, méprise les sanctions américaines. L'Iran achète du pétrole vénézuélien, mais ne l'utilise pas réellement, ce qui est intéressant. Il possède déjà beaucoup, et aide plutôt le Venezuela à contourner les sanctions américaines comme intermédiaire. L'Iran fournit au Venezuela de l'essence et du matériel pour raffinerie, essentiel alors que l'infrastructure pétrolière vénézuélienne s'effondre. En retour, le Venezuela fournit du pétrole brut à prix réduit à l'Iran, qui le revend sur le marché mondial sous son nom pour contourner les sanctions. Il mélange parfois le pétrole vénézuélien au brut iranien pour le rendre plus difficile à tracer. Il ne s'agit pas tant du besoin de pétrole de l'Iran, mais d'une coopération autour du pétrole contre des pièces de raffinerie, avantageant les deux pays, tout en narguant Washington. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. La plateforme verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi ? Parce que YouTube manque de créateurs. C'est pourquoi des vidéos avec moins de 1000 vues apparaissent sur votre page d'accueil, comme celle-ci. Cela ne signifie pas que chacun doit créer une chaîne. Si vous vous demandez s'il faut lancer une chaîne YouTube ou sans visage, c'est le moment idéal. YouTube verse chaque jour des millions aux créateurs et met désormais davantage en avant les chaînes récentes et petites. Je suis sûr que vous vous demandez comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de votre part. Et c'est pourquoi nous avons décidé de mettre tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuitement. Donc si vous êtes de quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne YouTube, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube. Cliquez sur le lien dans la description ou l'affiche à l'écran. Ensuite vient la Russie. Allié historique de Maduro, Moscou a aidé le Venezuela à écouler son pétrole discrètement. Des sociétés russes ont servi d'intermédiaires, facilitant la revente du pétrole vénézuélien vers des marchés qui l'auraient sinon évité. Cuba, quant à elle, est un cas unique. Cette île échange des services comme santé et éducation contre le pétrole vénézuélien, sans paiement en espèces. La relation est plus qu'une simple transaction, dans ce cas avec le Venezuela. Ce partenariat est né d'une idéologie socialiste commune. Mais comment le pétrole parvient-il réellement à ses acheteurs ? C'est là qu'entrent en jeu les soi-disant flottes fantômes.
Ce sont des flottes de vieux pétroliers, souvent immatriculés sous des pavillons de complaisance obscurs et exploités par des sociétés écrans. Leur but est simple, échapper à la détection. Les flottes fantômes utilisent des tactiques comme l'extinction des transpondeurs, les transferts de cargaisons de navire à navire en eaux internationales et la falsification de documents pour dissimuler l'origine du pétrole. Ces méthodes se sont révélées étonnamment efficaces. L'utilisation de flottes fantômes n'est pas propre au Venezuela. C'est une tactique qu'ont également employée l'Iran et la Russie. Cependant, cette flotte est désormais essentielle pour Caracas. Le Venezuela peut maintenant éviter les routes maritimes classiques et vendre son pétrole discrètement. Cependant, les risques sont élevés. Les pétroliers vieillissants sont plus sujets aux accidents, et toute erreur pourrait entraîner des catastrophes environnementales. On risque aussi des répressions internationales, telles que les patrouilles américaines sur toutes les mers. Pour le Venezuela, cela a en partie fonctionné. Mais les revenus pétroliers actuels sont faibles comparés à ceux que Petróleos de Venezuela, société anonyme, percevait avant les sanctions. Les marges ont diminué, la production a baissé, les infrastructures se sont détériorées et l'économie déjà en chute a empiré. Pour le gouvernement Maduro, les ventes de pétrole à bas prix restent une bouée de sauvetage. Elles apportent la devise forte indispensable au maintien du régime, mais ce n'est pas une solution durable. Chaque baril vendu à bas prix montre la réalité du potentiel perdu du Venezuela. Le pétrole aurait dû rendre le pays prospère, mais il s'est transformé en talon d'Achille. Trump a perdu en 2020, Biden est arrivé et les politiques ont changé. L'administration Biden s'est montrée plus ouverte à l'assouplissement des restrictions après la guerre Russie-Ukraine qui a bouleversé les marchés pétroliers. Des discussions, négociations et licences temporaires ont permis au Venezuela de vendre un peu de pétrole sous conditions. Il semblait que les choses allaient s'améliorer pour Maduro après 2020 donc. De plus, Chevron, la multinationale américaine de l'énergie, a fait son retour en 2022, ce qui a été un événement majeur. Après des années de sanctions stoppant l'implication américaine dans le pétrole vénézuélien, l'administration Biden a autorisé Chevron à reprendre ses activités sous de fortes restrictions. Le Venezuela pouvait enfin réexporter un peu de pétrole vers les États-Unis, ce qui lui rapportait l'argent dont il avait tant besoin. Clairement, cela n'a pas suffi à sauver Maduro. Fin 2023, la crise s'est aggravée, l'inflation dépassant 500%. Le cash étant très dévalué, le troc est désormais plus courant dans les zones rurales. Cet effondrement économique a provoqué une pénurie alimentaire généralisée. Un rapport 2024 de l'Organisation des Nations Unies indique que plus de 75% des Vénézuéliens souffrent d'insécurité alimentaire et la malnutrition infantile atteint des niveaux alarmants, selon le Forum économique mondial. Les soins de santé ne s'en sortent pas mieux. Les hôpitaux sont toujours en état d'effondrement, manquant de médicaments de base, d'équipements et même d'eau courante. Cela peut être une condamnation à mort pour les Vénézuéliens souffrant de maladies chroniques. Des maladies autrefois contrôlées, comme le paludisme et la tuberculose, sont revenues en force. Aujourd'hui, Trump revient au pouvoir, reprenant là où il s'était arrêté. Pour anticiper ces nouvelles politiques, examinons cet extrait. Nous voulons faire quelque chose avec le Venezuela. J'ai toujours été un grand opposant au Venezuela et à Maduro. Ils nous ont maltraités, mais surtout ils ont maltraité le peuple vénézuélien. La nouvelle administration a annoncé qu'elle rétablira les sanctions les plus strictes contre le Venezuela et veillera à empêcher l'arrivée de pétrole vénézuélien sur le marché mondial sans conséquence. Le nouveau président refuse de reconnaître le régime de Maduro, citant l'exode des réfugiés comme preuve de la faillite de l'État. Trump a également affirmé que Biden avait redonné vie à Maduro, car c'était presque fini en 2019, mais sauvé ensuite par l'assouplissement commercial. Début 2024, il a affirmé que la situation des Vénézuéliens illustrait tragiquement comment socialisme et corruption détruisent les nations. Bonne remarque, puisque le Venezuela était autrefois le joyau de l'Amérique latine. Une nation si riche en pétrole que ses habitants la surnommaient l'Arabie Saoudite sud-américaine. Donald Trump souhaite que le Venezuela revienne à la normale, afin que les migrants vénézuéliens puissent retourner des États-Unis. Il fait la une pour avoir relancé les vols de déportation vers le Venezuela, une première depuis des années. Récemment, environ 200 Vénézuéliens, dont des membres de gangs, ont été envoyés à Caracas par avion. Le gouvernement Maduro avait initialement refusé les expulser, affirmant que les sanctions américaines rendaient la vie impossible au Venezuela. Mais Trump a donné quelques atouts politiques à Maduro, et les deux sont parvenus à un accord. Un autre grand changement politique sous Trump 20 est sa fin du statut de protection temporaire pour les Vénézuéliens. Aux États-Unis,
il y a environ 348 000 Vénézuéliens qui comptaient sur le statut de protection temporaire pour rester légalement dans le pays. Avec la fin prévue du statut de protection en avril, des milliers risquent l'expulsion. C'est crucial, non seulement pour eux, mais aussi pour le Venezuela. Les envois de fonds des Vénézuéliens à l'étranger sont désormais une des principales sources de revenus étrangers, générant plus de 4 milliards de dollars par an, rivalisant avec les exportations de pétrole. Couper cette source pourrait affecter les citoyens vénézuéliens déjà en difficulté. Les défenseurs des droits des immigrés réagissent déjà. Des poursuites judiciaires sont probables et la situation devient un combat politique. Mais Donald Trump reste sur sa position, précisant clairement qu'il souhaite un renforcement des contrôles migratoires, surtout en ce qui concerne les migrants venant de pays comme le Venezuela. Donald Trump fait pression sur Nicolás Maduro, car ses citoyens de retour n'apprécieront pas le nouveau gouvernement. Ils n'aiment pas Donald Trump pour leur retour forcé au Venezuela, mais détestent davantage Nicolás Maduro. Les migrants revenus tenteront sans doute d'organiser une seconde résistance contre le régime. Mais la question des migrants vénézuéliens dépasse largement les États-Unis. Il y a beaucoup plus de Vénézuéliens qui vivent partout en Amérique latine. Depuis 2015, plus de 7,7 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays. C'est une part importante de la population du Venezuela. À son apogée, le pays comptait environ 31 millions d'habitants, ce qui signifie que plus d'un quart de la population est partie. Et beaucoup de ceux qui fuient sont les travailleurs les plus instruits et qualifiés du pays, ce qui aggrave encore la fuite des cerveaux et rend la reprise du Venezuela encore plus difficile. Des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation et l'ingénierie ont été vidés de leur substance. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies, en 2024, près de la moitié des médecins et infirmiers avaient émigré, laissant un système de santé en ruine. Les écoles ferment, car les enseignants partent en masse ou cessent de venir, incapables de payer le transport ou les dépenses de base. Les migrants vont surtout vers des pays voisins comme la Colombie, qui a accueilli 25 millions de Vénézuéliens, ou vers le Brésil, l'Équateur et le Pérou. D'autres tentent des voyages plus risqués vers l'Amérique du Nord, ou traversent des mers dangereuses pour les Caraïbes. Mais partir ne garantit pas une vie meilleure. En Colombie, les Vénézuéliens ont souvent des emplois informels à peine suffisants pour les besoins de base. Pendant ce temps, des familles sont déchirées, car des parents laissent leurs enfants derrière eux, espérant pouvoir envoyer de l'argent à la maison. Malgré ces réalités difficiles, Maduro reste au pouvoir, soutenu par la Russie, la Chine et l'Iran. Son gouvernement présente une reprise économique idéale, portée par des accords pétroliers obscurs et de troc. Pour le Vénézuélien moyen, la réalité était bien différente de la vérité. Cela a de fortes répercussions sur l'industrie pétrolière du Venezuela, car le monde évolue rapidement et le pays ne suit pas. En 2025, le Venezuela peine à rivaliser avec de nouveaux acteurs et des dynamiques changeantes du marché pétrolier mondial. Le coût du baril a fluctué, le marché oscillant entre 70 et 80 dollars ces dernières années. Mais la pression de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole limite l'offre pour garder des prix élevés. De nombreux pays, notamment au Moyen-Orient, ont modernisé leurs industries, alors que la production pétrolière du Venezuela stagne par manque d'investissement et d'infrastructures. Cela indique que ces pays ont des marges bien supérieures. Le Venezuela doit également faire face à une concurrence accrue de la part d'un plus grand nombre de producteurs, notamment le pétrole de schiste américain, le Brésil et d'autres membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus. De nouveaux fournisseurs émergent au Canada, Brésil et Guyana, développant vite leur industrie pétrolière et offrant des alternatives compétitives au Venezuela. Les sables bitumineux du Canada profitant d'une meilleure infrastructure, d'une stabilité politique et de la proximité des raffineries américaines, tout en produisant du pétrole brut lourd. Le Brésil a exploité d'importantes réserves offshore, comme les champs du Pré-Sel, qui fournissent un pétrole brut de qualité, plus facile à raffiner. Pendant ce temps, la Guyane, relativement nouvelle dans le secteur, est devenue une étoile montante dans le monde du pétrole. Les découvertes faites par des entreprises comme ExxonMobil ont propulsé cette petite nation sud-américaine sous les projecteurs, avec une production qui devrait dépasser 1 million de barils par jour dans les prochaines années. Ces pays offrent non seulement du pétrole, mais aussi de la fiabilité, ce que le Venezuela, en proie à l'instabilité politique et aux sanctions, ne peut égaler. Se pose aussi la question du pétrole. Les réserves vénézuéliennes sont surtout du pétrole brut lourd ou extra lourd, plus difficile à extraire, transporter et raffiner que le brut léger. Ces dernières années, de nombreuses raffineries ont opté pour des bruts plus faciles à traiter, grâce à l'abondance de bruts légers d'autres producteurs. Le pays a tenté de compenser cela en offrant d'importantes réductions.
Mais même des prix cassés ne peuvent pas entièrement compenser les problèmes logistiques et de raffinage associés à son brut lourd. Alors que d'autres pays se sont adaptés, le Venezuela demeure piégé dans un cycle de déclin. Et c'est un cercle vicieux de problèmes. Avec la baisse de production, les revenus de Pétroleos de Venezuela Société Anonyme diminuent, réduisant les fonds pour entretien et investissement. Cela provoque de nouvelles baisses de production, prolongeant la crise. En conséquence, la part de marché du Venezuela continue de diminuer et sa capacité à concurrencer sur la scène mondiale devient chaque jour plus limitée. À la fin de cette vidéo, une question reste. L'industrie pétrolière vénézuélienne peut-elle renaître ? C'est une question qui pèse lourdement sur l'avenir du pays. La reprise du Venezuela est possible grâce à ses plus grandes réserves prouvées de pétrole. Cependant, cela exigera une réforme politique majeure, des investissements étrangers et une diversification stratégique. La réforme politique reste non négociable. Le régime Maduro, autoritaire et inefficace, a perdu la confiance des Vénézuéliens et de la communauté internationale. Un leadership transparent et démocratique permettrait de reconstruire l'industrie pétrolière et l'ensemble de l'économie. Sans ce changement, toute tentative de redressement sera seulement un pansement sur une blessure par balle. Les investisseurs ont besoin de stabilité, d'état de droit et de la garantie que leur argent ne disparaîtra pas dans le gouffre de la corruption. De plus, les investissements étrangers seront essentiels. Les infrastructures pétrolières du Venezuela sont obsolètes, ses raffineries délabrées et la production à peine opérationnelle. Au sens figuré comme au sens propre, relancer l'industrie exigera des milliards et une expertise que seules les compagnies énergétiques multinationales possèdent. Mais attirer ces entreprises dépendra de la levée des sanctions et de la création d'un environnement propice aux affaires. Les sanctions, surtout américaines, ont limité la capacité du Venezuela à vendre son pétrole mondialement. Ces mesures, censées faire pression sur le régime Maduro, étranglent aussi involontairement une population déjà en souffrance. La levée des sanctions, cependant, doit être assortie de conditions. La communauté internationale doit veiller à ce que les revenus pétroliers servent à reconstruire la nation et à investir dans les infrastructures, l'éducation et la santé, et non à enrichir les responsables corrompus. Et le pétrole à lui seul ne peut pas garantir le redressement du Venezuela. La dépendance excessive du pays au pétrole brut est précisément ce qui a conduit à sa chute au départ. Diversifier l'économie est crucial pour se prémunir contre l'instabilité du marché pétrolier mondial. Des pays comme la Norvège ont réussi à transformer la richesse pétrolière en une économie diversifiée et durable. Le Venezuela ferait bien d'en faire autant. Donc, au final, le Venezuela possède tout le pétrole du monde, soit 304 milliards de barils de plus que n'importe quel autre pays. Le pays devrait être aussi riche que l'Arabie Saoudite, mais il subit une économie ruinée, le chaos politique et de lourdes sanctions. Corruption, mauvaise gestion et dépendance au pétrole ont ruiné l'industrie intérieure. Et ensuite, les sanctions américaines sont arrivées et ont fermé la porte à tout ce qui restait. Sans réel changement de direction ou de politique, le pétrole du Venezuela restera une richesse gaspillée. Peut-être que dans 100 ans, une fois que les autres pays auront épuisé leur pétrole, les choses changeront.